Bienvenue dans la seconde partie de l'immersion, au cœur de la réunion nationale des indignés à Clermont-Ferrand. Écoutons maintenant Benjamin, indigné parisien impliqué depuis plusieurs années dans la lutte sociale, présenter le projet de votation citoyenne. Véritable pied de nez à l'élection présidentielle, cette initiative a pour but de savoir si oui ou non, au lieu d'effectuer un faux choix, les Français veulent écrire une nouvelle constitution et fonder une 6ème République. Il y aura des gens qui pourront voter et faire démocratie pendant 18 jours. Eh bien ça décloisonnera le mouvement des indignés. Ça donnera une perspective de massification du mouvement et concrètement les gens pourront voir ce que c'est la possibilité d'une démocratie réelle. Les associations locales qui ne veulent pas forcément suivre ce que leur disent leur direction, des gens de Sud localement vont le faire. Des gens d'attaque, j'ai déjà 8 comités d'attaque, 8 comités qui disent si vous le faites, nous, notre comité il est à fond et il tiendra des bureaux de vote dans toutes les villes autour de notre comité. Il y a des gens qui sont venus une fois à une manif d'indignés et qui ont dit ça m'emmerde, je sais pas quoi faire, j'ai pas envie de finir au commissariat, j'ai pas envie d'occuper la place, j'ai pas envie d'aller soutenir XYZ lutte, je le fais déjà en tant que XYZ casquette. Par contre là il y a un truc, si vous le faites, moi je tiens 18 jours de bureau de vote, vous faites 18 jours, je tiens 18 jours. Moi j'ai vu un gars qui m'a dit oh moi je veux monter les indignés chez moi juste pour pouvoir le faire. Je lui ai dit t'as pas besoin de monter les indignés, juste un bureau de vote. Voilà. Donc c'est un moyen d'implication. Moi j'ai ma mère qui en a rien à foutre du mouvement des indignés, post-68 hard là. Quand elle me dit voilà c'est fini, elle milite quasiment plus à part pour son parti politique de temps en temps. Elle me dit moi si tu fais ça, je vais dans ma campagne, je vais devant ma mairie, le jour du vote, le jour des élections, je mets un bureau de vote. Et tous les gens qui viendront voter, bah, ils verront mon bureau de vote aussi. Et ils pourront voter ou pas. Donc clairement ce moyen d'implication, ce serait dommage de se l'enlever parce qu'on ne sait pas ce que ça pourrait donner. On essaye, on verra bien. Qu'est-ce qui se passe si on pose un bureau de vote devant un bureau de vote Ce qui est dit, c'est que l'idée, c'est que si tu es en provocation et que tu es juste devant la porte, il y a de grandes chances que tu te fasses soulever. Je pense qu'il y en a qui le feront, hein, quoique chacun, voilà. Mais si tu es un petit peu en retrait et que les gens passent, il n'y a aucun souci. Pour revenir sur la question une constitution par et pour les peuples qui veulent la faire ensemble, moi je ne suis pas bloqué sur ça ou sur du local au global. Je ne ferai pas d'opposition radicale quoi qu'il arrive si on en fait l'une plutôt que l'autre question. Il me semble que la plus pertinente c'est celle de départ, qui est celle du texte que l'on a, qui pose un cadre qui est facile, simple à comprendre, et que pour poser des garde-fous sur la question du nationalisme, parce qu'en gros c'est ça qui nous fait tous flipper aujourd'hui, parce qu'on flippe grave de gens qui viennent et qui viennent de nous parler certains de souveraineté nationale, d'autres mais parce qu'on est anti-américain on doit forcément donc se replier, etc. Chacun, il y a un espèce de truc où on a peur, on a terriblement peur du brin, du fascisme qui pourrait revenir, et pourquoi pas à cause de nous aussi finalement. Ce serait terrible en fait. Je propose que pour éviter ça, plutôt qu'on le pose dans la question, qui serait complètement incomprise de la part de n'importe qui dans la rue, est-ce que vous voulez écrire les règles du jeu démocratique ou une nouvelle constitution? Ça, ils peuvent à peu près comprendre si on fait une campagne. Mais du local au global, il faut déjà qu'ils aient une conscience mondiale, citoyen du monde, quel pourcentage, etc. C'est beaucoup trop compliqué, à part et pour les peuples qui veulent la construire ensemble, même si c'est une proposition qui humainement me plaît beaucoup plus, je trouve ça beaucoup trop compliqué quand même. La proposition serait qu'on fasse un appel, en plus de ce qui va être fait là, qu'il y ait un appel et que dans cet appel, ça soit dit, nous savons que dans d'autres pays, d'autres peuples se posent la question de la réécriture des règles du jeu démocratique. Il est indispensable de concevoir que nous pensons qu'il n'y a d'intérêt général que celui de l'humanité, à terme. Et que c'est vers ça qu'on veut aboutir, qu'on n'est pas là en repli. Il faut qu'on le mette. Nous ne sommes pas là en repli nationaliste. On doit le mettre. Et c'est extrêmement important. Et si on fait ça, il y a une possibilité qu'on garde à peu près ce texte-là, qui soit amendé, refait, avec quelques petits aménagements pour qu'il puisse convenir avec des idées d'autres AG, parce que là, pour l'instant, il n'y a que l'AG de Paris qui s'est positionné là-dessus, il y a l'AG de Paris-Nord, il y a l'AG de Montreuil, il y a l'AG de Belleville, il y a l'AG de Quimper, il y a Metz, et je ne sais plus lesquels, voilà. Quimper, j'ai déjà dit, Brest, je crois, je ne sais plus, je ne suis pas sûr. Toujours est-il, Strasbourg. Il y a une des AG d'indignés de Strasbourg qui s'est positionnée sur la question. Donc l'idée, c'est qu'on puisse rajouter des choses, mais qu'on prenne cette base-là, et que pour éviter le problème nationaliste, qu'on le dise à côté. Parce que je crois qu'on ne va pas réussir à faire un consensus
sur une question qui soit globale. Voilà. Deuxième point, est-ce que c'est un projet qui est réformiste ou révolutionnaire? Le projet islandais, qui était illégal au départ, disons qu'il n'avait aucune valeur légale au départ, tirer au sort des gens, c'était légal, rien du tout. Il a fini par être un projet à la fois réformiste et à la fois révolutionnaire. Dans le cadre des institutions actuelles, ils sont en train d'opérer une révolution. Y a-t-il eu un coup de feu tiré? Pour le moment, aucun. Espérons que ça continue. Alors nous, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose ou autre chose? On n'est pas là pour dire ça va être révolutionnaire, ça va être réformiste. On peut continuer sur la question, mais il faut d'abord commencer. Muriel, Che et Benjamin sont assis au fond de la salle où sont réunis les indignés. Il y a une conception où un peuple est défini par quelque chose où il y a une cohésion, une histoire, quelque chose qui peut faire kiffer peuple. Et moi je réponds, non c'est pas possible, puisque ce n'est pas ça qui fait le peuple pour l'essentiel, et ce qui compte c'est le fait de faire peuple politiquement. Quand tu décides de faire un contrat politique, ça y est, t'es un peuple. Voilà. Moi c'est une vision très idéaliste du peuple, d'accord, et le fait qu'il y ait des visions qui soient différentes comme ça, qui vont s'opposer, moi ça va parce que j'arrive à discuter, mais il y en a d'autres qui vont dire, puisque lui il est en train de défendre la souveraineté nationale, parce que Jonathan considère que la souveraineté nationale est le seul endroit où il y a un exercice à peu près de la souveraineté populaire, et il le défend, d'ailleurs comme le PC le défend, comme Mélenchon le défend, en vrai, d'accord, et bien quand il dit ça, les gens disent il est nationaliste. Et puisqu'il est nationaliste, puisqu'il est pour la souveraineté nationale, puisqu'ils font des amalgames, ils font amalgame, souveraineté nationale, nationalisme, nationalisme, fasciste, fasciste, pas bien, on te tue, on te tape dessus. Bon, il se fait insulter à longueur de journée, c'est normal que ça soit dur, tu vois. Quand il y en a un autre qui dit, bah écoute, moi je suis allé dans un parti qui s'appelait le Parti Humaniste parce qu'ils m'ont dit, voilà, et qui se fait insulter, tu vois, c'est pas cool. Moi, je ne suis pas pour le Parti Humaniste, je les ai rencontrés. Je trouve que ce qu'ils font, c'est chouette pour une toute petite partie de ce qu'ils font. Et pour tout le reste, je trouve ça soit inutile, soit même parfois dangereux, puisqu'ils ont des processus de recrutement qui sont un peu bizarres, etc. Mais enfin, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, tout le monde va se dire « Ah, je suis en train de me faire... » Il y a une paranoïa collective qui est en train de s'installer. C'est eux qui récupèrent, c'est eux. Voilà. Et quand on arrive, ça fait bizarre. Et quand on arrive, ça fait bizarre. Et qui se rassure tous, c'est pas eux qui récupèrent, c'est personne. C'est nous qui récupérons. C'est nous tous. C'est nous tous. Parce que ce que l'on est en train de faire là, c'est ce que j'expliquais, ce que j'essayais d'expliquer après la vidéo là, c'est notre démarche qui va nous protéger. Et même si on s'est pris la tête, même si on s'est pris le bec, etc., où est-ce qu'il y a eu une possibilité infime de récupération par X, Y, Z, partis politiques, syndicats, sectes, associations ce soir? Niet, nada, wallo. Donc, quand les gens seront rassurés de se dire au moins on est protégé par ça, déjà là, on aura fait un grand pas. Et quand ensuite on pointera tous les problèmes de démocratie, de décision, de trop grand pouvoir de certains dans le mouvement, et qu'on pourra dire il ne faut pas pointer les gens. Tu vois, par exemple, quelqu'un comme moi, j'ai accès à plein de pages Facebook, j'ai un pouvoir de communication dans le mouvement qui est disproportionné, énormément disproportionné par rapport aux autres. Ça pose un problème, et c'est un vrai problème. Il fait que je suis un moteur plus grand que d'autres sur certains trucs, et c'est pas juste. Donc maintenant, comment on fait pour que ces outils soient collectifs? Voilà. Et plutôt que de me pointer moi du doigt comme vilain méchant, on fait des outils collectifs. Et donc il y a des solutions à l'essentiel des problèmes qu'on a. Et je pense qu'on peut y arriver. À Lyon, ils ont fait une commission de déontologie, par exemple, pour éviter que n'importe qui poste n'importe quoi. À Paris, on a tenté une charte des réseaux sociaux. Ça marche pas très bien, mais bon, on essaye. On essaye des trucs. Et que les gens se fritent, c'est aussi dû au fait qu'on est complètement fatigué, que dans toutes les villes, plus particulièrement à Paris, mais ailleurs, on s'est fait complètement lessiver par les pouvoirs en place, y compris oppositionnels. C'est-à-dire que, y compris des gens comme le PC, le PG,
gauche unitaire encore plus, ignorent totalement le mouvement, même s'ils mettent « nous sommes les 99% » sur leurs affiches. Et ça, c'est pesant. Moi, je suis dans un mouvement où avant j'étais au PG, j'ai plein d'amis au PG, et quand je leur parle du truc, ils disent « mais tu te rends pas compte, les indignés ça sert plus à rien, maintenant c'est nous, quoi, tu vois, c'est nous les assemblées citoyennes, c'est nous les... » Oui, mais c'est pas vous la démocratie réelle, quoi. Vous êtes peut-être les assemblées citoyennes, mais il n'y a pas de démocratie, donc ça sert à rien. Je pense que ça serait intéressant parce qu'encore une fois, moi je me sens pas experte sur tous les sujets, même sur les 3/4 des sujets. Il y a certains sujets où peut-être je vais avoir plus un... Tu vois, par exemple, comme je suis prof, peut-être pour les sujets de l'éducation, je pourrais avoir un point de vue peut-être un peu plus aiguisé, voilà, qu'un agriculteur qui lui aura un point de vue un peu peut-être plus intéressant que moi, voilà. Et donc pourquoi ne pas... Moi, ça n'empêche que tu vois, le système un peu de commission, je sais pas, tu vois, où après, tu as forcément des gens quand même qui s'y connaissent pas, parce qu'il faut qu'il y ait tout le monde, tu vois. Genre nous, dans les établissements scolaires, quand il y a les conseils d'administration, enfin partout, tu vas avoir des profs, tu vas avoir la direction, tu vas avoir des élèves, tu vas avoir des parents d'élèves, et tu as tout le monde qui est représenté. Mais ça n'empêche que, entre guillemets, on délègue quand même un peu à certaines personnes. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ce que je dis oui, tout à l'heure. Quand tu as un mandat semi-impératif, j'ai pas dit un mandat impératif, je suis contre le mandat impératif. C'est une connerie. Parce que le mandat impératif nécessite que tu bloques toute décision tant que l'Assemblée n'a pas délibéré. C'est une connerie. On fait confiance en quelqu'un et le joue et on lui dit, on a un droit de regard parce qu'il vient nous rendre des comptes, on lui dit sur un certain nombre de points, ça serait bien que tu votes ça mon gars. Et puis quand il revient et qu'il a fait des conneries, si vraiment on en a marre, comme on a un vrai droit de regard, c'est pas seulement le droit de dire « Ah j'ai vu, hein. C'est pas bien mais j'ai vu hein. » Tu vois? Non, c'est aussi le droit de le dégager. Pour moi le vrai droit de regard c'est ça. Mais à partir de ce moment-là, il n'y a plus de problème. Si on trouve qu'on n'a pas le temps de traiter tous les sujets, on traite ceux sur lesquels on est capable de traiter. Si on n'a pas le temps d'aller dans toutes les commissions, on sait qu'il y a des gens qui vont aller dans d'autres commissions. Regarde ce qui se passe dans un mouvement d'occupation étudiante. Passionnant. Tu passes ta vie en AG, c'est encore pire que les indignés. Tu fais 2 AG le matin, 1 AG l'après-midi, 3 AG dans la nuit, tu colles des tracts, tu te fais virer le matin, tu vires les anti-bloqueurs, les machins. Bon, qu'est-ce qui se passe? Après, tu as des coordinations étudiantes. Bon, à part les syndicats qui essayent d'envoyer leurs gens, les partis qui essayent d'envoyer leurs gens, etc. Quand tu as quand même quelques vrais élus, d'accord, qui ont des assemblées correctes, ils ont un mandat quoi? Il n'est pas impératif leur mandat. Pour l'essentiel, ils ont des mandats semi-impératifs. Ils viennent là-bas en coordination nationale et ils disent « Nous, en assemblée, on a proposé ça. Nous, en assemblée, on a proposé ça. Nous, en AG, on a proposé ça, etc. » Ils reviennent rendre des comptes. Souvent, ils pipotent, machin. On ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, machin. Mais bon, de temps en temps, on arrive à savoir ce qu'ils ont fait. Et quand on arrive à savoir ce qu'ils ont fait, on dit « Non, non, mais t'as raconté des conneries. » Et maintenant, c'est de plus en plus qu'on y arrive. Live stream. Il y a un live stream de tout maintenant. C'est génial. Et t'as raconté des conneries, mon gars. On t'a dit qu'il fallait voter ça, t'as fait voter autre chose. C'est mort, tu n'y retourneras plus, puis voilà. Donc pourquoi ce serait impossible? Ton fonctionnement, tu pars du principe de base que l'homme ne veut pas être asservi et a sa liberté de conscience, donc sa liberté de parole. Et moi je pars du principe que notre société de consommation nous a bien abrutis. Et tant qu'on ne sort pas de ça, on est des enfants. Et des enfants qui bouffent la bouillie qu'on nous donne. Donc avant d'avoir une conscience morale, une conscience citoyenne, avant d'éveiller en nous les citoyens que l'on est, il faut casser la spirale de je consomme, je prends du crédit, et je bosse pour, etc., etc., etc. Parce que les gens, ils ont envie de faire quelque chose, qu'ils ont envie de libérer du temps pour faire ce quelque chose, et parce qu'ils ont ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de plus en plus de gens qui participent au mouvement des indignés, tu leur demandes tu fais quoi dans la vie? Il me dit je suis un marcheur. T'es un marcheur, tu vis de quoi? Je me démerde, je fais de la récup, je marche, machin. Je te coupe, je sais pas comment on fait, on met une croix dans ça. Suite parce que ça n'existe qu'en France dans la mesure où on est dans un pays qui socialement fait de l'assistanat à outrance et la personne qui est dans ce cas-là, la plupart du temps, elle est dans une situation assistée socialement. Donc c'est totalement artificiel. Je ne parle pas de gens qui touchent le RSA. Je te parle de gens qui vont jusqu'au bout de leur choix et qui disent comment? Je dis pas que c'est pas, mais je dis que c'est lambda. D'accord. Je dis que la majorité des gens qui se permettent ce luxe-là, c'est un luxe parce qu'ils sont dans une situation d'assistanat. Parce qu'on est encore dans une société. C'est évident. Tu pervertis tout. Tu te pervertis tout. J'ai envisagé de le faire, j'ai envisagé d'être à la rue parce que je me suis dit c'est l'endroit où je vais pouvoir le plus aider les gens. C'est dans les bidonvilles qu'on peut aider les gens, autant être dans les bidonvilles, tu vois. Voilà. Donc j'ai envisagé de le faire. J'ai fini par ne pas le faire. J'ai rencontré une gentille dame, voilà, et donc ça a changé la donne. Voilà.
Mais sinon, j'envisageais réellement d'être à la rue volontairement parce que je me suis dit, si j'ai un peu de tête et que j'arrive à tenir suffisamment longtemps, je vais pouvoir faire des choses super là où je suis. Et il était hors de question de toucher le moindre euro d'un revenu de transfert. Voilà. Et là, on est quand même dans une situation particulièrement en France où ça tasse revenu de transfert qui est fait en sorte pour encore plus civiliser le peuple et dire vous avez ça, cramez-nous pas la gueule tout de suite, on vous donne moins ça. Et cette personne qui se permet de dire je chie sur la société. C'est contradictoire. Là où tu as raison, c'est que les gens ils suivent des élans. Les gens ils suivent. À nous créer l'élan le meilleur. Quand les gens ils verront qu'il y a un élan qui est fun, qui est à la mode, qui est chouette, peut-être pas par conscience, malheureusement pour beaucoup d'entre eux, peut-être juste par opposition au système, par besoin d'affirmer une identité, par ce qu'on veut, par plein de trucs, ils viendront à faire des occupations avec nous, à faire ce qu'on fait. Donc je m'en fais pas, c'est juste à nous d'enthousiasmer le plus. Si ce week-end fut riche en idées, il apparaît évident que seul un travail acharné doublé d'un investissement des citoyens pourra renverser la vapeur. Alors que les médias de masse nous disent qu'il n'y a pas d'alternative, nous nous rendons compte en écoutant ces indignés qu'ils ne veulent juste pas les voir. La censure par omission est le pire fléau de notre démocratie, et bien heureusement qu'Internet et quelques médias libres nous permettent encore de nous informer correctement. À titre personnel, je soutiens activement le projet d'écriture d'une nouvelle constitution par et pour le peuple. J'ose espérer que chacun saura savoir accomplir son rôle de citoyen, non pas en mettant un bulletin dans l'urne, mais en démontrant que la démocratie n'est pas qu'un mot. Bien à vous, c'était Jonathan pour Radio Fréquence Évasion.